de ces risques et de ces contrôles pour avoir un niveau en fait de criticité de ces risques liés à nos différents euh, actifs informatiques et nos processus. Après, si on a le temps, on va regarder aussi tout ce qui est continuité d'activité. Donc ça, je crois qu'on avait un tout petit peu abordé quand on avait vu le processus de BIA avec Olivier. Et la partie incident qu'on aimerait bien aussi vous démontrer, puisque c'est un gros pilier, c'est le pilier 2 de Dora, et de voir comment vous pouvez déclarer un incident et les différents champs que nous avons mis en place dans la solution pour être en conformité avec ce qui est demandé par Dora et les rapports aussi que nous avons mis en place. Le dernier point, je pense qu'on pourra le passer rapidement, c'est plutôt une notion de reporting puisque c'est un contrôle en continu via des reportings qu'on a déjà commencé à vous présenter. Avant qu'on démarre directement et que je passe la main à Olivier, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce qu'on vous a montré la dernière fois, donc sur tout ce qui était la mise en place du dispositif Dora? Ou est-ce que c'était clair? Pour moi, c'était clair. Ok. Pareil. Bon, bah pareil. Christophe, Stéphane aussi? Ouais, pas de problème. Ok. Donc, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Olivier, je vais te laisser reprendre la main. Ouais. Et puis, comme ça, on peut redémarrer en montrant un peu, en repartant un peu d'où on était, et puis on monte la partie gestion des risques et contrôle, le BCP, et puis la partie incident aussi. Ok. Alors, je repartage mon écran, normalement vous devriez pouvoir le voir. On a la visu, c'est bon. Donc juste pour repasser un petit peu les choses, donc je me suis reconnecté toujours avec le même profil que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on s'était vu, mais donc j'ai toujours ce rôle ici, cette vue qui est celle de l'administrateur fonctionnel GRC, avec justement toujours cet objectif d'avoir un petit peu l'accès global. Si on se souvient de ce dont on avait parlé la dernière fois, on était rentré un petit peu dans les menus de processus, et par la suite, on était allé au niveau donc, des solutions de continuité pour faire tout ce qui était la gestion de la continuité d'activité, les analyses d'impact. Et donc, je vais rouvrir tranquillement le rapport sur lequel on s'était arrêté. C'était un petit peu le rapport d'analyse d'impact global qui permet justement de prioriser l'établissement des plans de continuité d'activité. Pour cela, je reviens sur mon système donc, de gestion de la continuité d'activité. J'ouvre l'analyse d'impact qui était dédiée ici à l'un de mes processus, pardon, et on va retrouver la vue normalement qui vous sera familière, celle du dendrogramme ici, où on avait déjà donc parlé de la capacité qu'on avait ici à analyser les impacts à différents niveaux et globalement d'être capable donc d'identifier très facilement les rôles qui impactaient notre processus, avec notamment ici la mise en valeur ou la mise en lumière plutôt de l'un de nos fournisseurs, les risques potentiellement directement reliés à notre processus, et on s'était également intéressé à la chaîne d'impact qui pouvait provenir de notre application Portfolio Management System, sur lequel on a pu identifier des risques et des contrôles qui leur étaient dédiés, et de la même chose, tirer cette chaîne d'impact depuis les technologies qui supportent aussi l'application, avec encore une fois la possibilité de suivre des risques et des contrôles qui leur sont associés. Donc on s'en était arrêté là, je pense. Je voulais juste revenir sur ce point, ou en tout cas sur ce rapport, avant de passer dans l'analyse des risques, pour aussi préciser qu'il y a 2 types de liens que l'on pourrait exploiter dans la plateforme. Là, encore une fois, je rappelle, on peut exploiter à peu près n'importe quel lien qu'il est possible de faire dans OPEX. Pour ceux qui connaissent un petit peu la plateforme, notamment en provenance de la solution d'architecture d'entreprise, il y en a énormément. Donc l'idée n'est pas forcément de tout faire tout de suite dans la démarche de cybervigilance, mais de pouvoir justement savoir quels sont les liens qui existent pour redécouvrir ceux qui seront pertinents d'exploiter dans votre contexte. Pour cela, je voulais aussi préciser, donc à partir de notre plateforme algorithmique, 2 types de liens. Ici, on est plutôt sur des liens d'impact technologique. On a aussi la possibilité de suivre des liens d'impact plutôt liés à notre infrastructure. Donc, sur chacune des applications, pour ceux qui connaissent la solution d'architecture d'entreprise, on a la possibilité de déterminer des installations et ces installations seront donc supportées. Alors, j'essaie de faire un clic droit, ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Seront supportées donc par des serveurs. Donc, ici, on a un serveur qui est identifié et un serveur qui est même identifié comme étant hébergé dans un data center spécifique. Et on voit que sur ces data centers ou sur ces serveurs, on a la possibilité, encore une fois,
donc de faire la même démarche qui sera celle du suivi, aussi bien des risques que des contrôles. Donc ça, voilà, c'est pour illustrer un petit peu aussi comment est-ce qu'on prend en compte l'aspect cyber qui provient plutôt de notre infrastructure. Le fonctionnement reste fondamentalement le même. On crée des liens, on identifie justement les chaînes d'impact et on vient rajouter, grâce aux fonctionnalités de cyber-résilience, la capacité de gérer des risques, de gérer les liens avec les risques, les liens avec les contrôles, et on va le voir tout de suite aussi de gérer les évaluations que l'on va vouloir faire de ces différents risques et contrôles. Est-ce que jusque-là tout est clair? Je pense que là on est à peu près dans la même thématique. Je le reprécise ici, on est dans un travail qui est la mise en place un petit peu de l'ensemble de ce référentiel, de l'exploitation de ce référentiel. Et ce qu'on voit aussi, je l'ai fait très rapidement, mais si on se met en survolant sur les différents risques, on a la possibilité justement d'interroger dynamiquement les valeurs de ces risques, également les valeurs des contrôles, donc le niveau de contrôle, les niveaux de risque aussi bien résiduels que inhérents. On a la capacité donc de les interroger ici et de les faire remonter depuis le référentiel. Donc on profite vraiment de l'existence des informations et une visualisation qui nous permet instantanément de comprendre les impacts et de savoir où est-ce que l'on va souhaiter se concentrer. Je précise également, ce n'est pas quelque chose qui figure sur le standard de ce rapport, puisqu'il était déjà assez riche, mais on pourrait tout à fait imaginer faire remonter les indicateurs qui proviendraient de l'architecture d'entreprise sur les applications ou sur les technologies. Là, vous le savez, il y a aussi la flexibilité de la plateforme OPEX de faire remonter les informations qui sont pertinentes dans la méthodologie que vous établirez. Et donc, on a aussi, bien entendu, la possibilité de faire évoluer un petit peu ce suivi. On peut imaginer qu'il serait pertinent de faire remonter un indicateur de risque d'obsolescence qui est classiquement géré au niveau de l'architecture d'entreprise pour, encore une fois, développer davantage de synergie avec les autres équipes qui travaillent dans OPEX. Donc, je vais m'arrêter ici pour ce rapport. On l'a déjà bien analysé, bien commenté. L'idée de ce rapport, malgré tout, une fois qu'on a identifié l'ensemble de ces impacts, c'est d'être capable d'anticiper les disruptions qui peuvent provenir de ces impacts. On est ici dans l'aspect de résilience, de la cyber-résilience, et on va pouvoir mettre en place des plans de continuité d'activité. Et ces plans de continuité d'activité, je pense qu'on les avait évoqués la semaine dernière, mais on ne les avait pas nécessairement ouverts. Donc je peux en ouvrir un. Ici, on en a défini un seul, mais bien entendu, il n'y a pas de limitation dans le nombre de plans de continuité d'activité que l'on viendra définir. Et quand je dis qu'il n'y a pas de limitation, c'est notamment puisque différents types d'impacts ou différents impacts, différents assets de notre environnement cyber peuvent nécessiter la mise en place de plans de continuité d'activité éventuellement différents. Donc un plan de continuité d'activité, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est rattaché à la Business Impact Analysis et via cette Business Impact Analysis au processus potentiellement impacté. On va déterminer pour ce plan de continuité d'activité la possibilité donc d'avoir des différentes périodes de validité. Et pour chacun donc, des plans de continuité d'activité qu'on définira, on mettra aussi en lumière un scénario de risque et une liste de risques déclencheurs. Donc ici, on profite justement des risques qui sont identifiés sur notre référentiel de risque, des types de risques qui existent pour venir décider quels sont les risques en question et aussi quelles seront les ressources non disponibles. Donc là, on se concentre sur notre application Portfolio Management System que l'on a vu juste avant dans notre programme et qui permet justement donc de comprendre qu'ici, il s'agit de la mise en place d'une initiative de continuité dans le cas où cette application serait indisponible. C'est une application qu'on a identifiée comme étant importante pour les métiers, notamment via son impact sur le processus. Et on va définir ici, dans ce plan de continuité d'activité, les différentes étapes à mettre en œuvre pour permettre la continuité d'activité si on devait perdre cette application, perdre l'accès à cette application ou avoir un besoin peut-être de restaurer des données en fonction des différents risques qui peuvent se dérouler, qui peuvent intervenir. Je vais préciser sur les plans de continuité d'activité, on aura aussi une gestion des responsabilités, donc c'est quelque chose où vous êtes probablement familier, qui est déjà assez courant dans la solution de GRC. Les responsabilités, ici on va voir que j'en ai défini une, le réalisateur de ce plan de continuité d'activité, mais on aura la possibilité aussi de gérer des responsabilités plutôt granulaires au niveau des étapes de continuité ou des procédures de rétablissement. Donc ici, on a vraiment une responsabilité globale sur la réalisation du plan de continuité d'activité. Nicole va être un petit peu la personne qui va définir ce plan de continuité d'activité, qui va l'orchestrer également le jour où on a besoin de le tester ou le jour où on a le besoin donc, de déclencher le plan de continuité d'activité. Et ensuite, les différentes étapes de continuité seront déterminées avec des responsables qui peuvent être Nicole ou qui peuvent être d'autres personnes
et qui seront bien entendu notifiés dynamiquement si le plan de continuité d'activité devait être déclenché. Ici, les étapes de continuité d'activité, elles ont pour objectif de rétablir le fonctionnement du processus, potentiellement en mode dégradé. Donc, on a cette notion un petit peu phasée de la reprise d'activité. On a perdu l'accès, on a perdu notre capacité à mettre en œuvre le processus. On va mettre en œuvre immédiatement des étapes de continuité qui permettront donc d'aller jusqu'à la mise en œuvre du mode dégradé. Donc, on ne va pas forcément redémarrer notre processus avec les ressources nominales, celles qui existent en standard dans l'exécution de ce processus, mais on va mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui nous permettront de déboucher sur un mode dégradé. Ce mode dégradé, ce sera un processus, on peut le définir comme étant un processus qui serait géré dans notre inventaire de processus comme n'importe quel autre processus, mais surtout, on va pouvoir définir les ressources de substitution, donc que ce soit en s'appuyant sur des plateformes, enfin sur des systèmes applicatifs alternatifs. Dans le cadre peut-être d'un sinistre où ce serait un site qui serait indisponible, on peut aussi définir d'autres sites qui seraient exploités. On pourrait imaginer relocaliser une partie de nos activités et on pourrait aussi reposer sur d'autres ressources. Là, par exemple, on pourrait imaginer avoir accès à un fournisseur alternatif dans le cadre où peut-être l'un de nos fournisseurs deviendrait indisponible, suite lui-même à une attaque cyber, à une faillite, on peut imaginer à peu près tout ce qu'on veut. Dans la vie aujourd'hui, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc ça, c'est le mode dégradé. C'est comment est-ce qu'on fait pour poursuivre cette activité avec des ressources de substitution. On a la possibilité, je vous disais, de définir le processus. Et là, si vous voulez vraiment faire l'exercice jusqu'au bout, en fonction, encore une fois, des besoins que vous pourriez avoir, on peut tout à fait imaginer venir définir un processus de manière complète, comme n'importe quel autre processus, et même le modéliser, ce qui serait donc un outil assez puissant également pour pouvoir communiquer très facilement un petit peu ces manières alternatives de travailler sur le portfolio management, sur notre processus de portfolio management avec ce mode dégradé. Par la suite, dernier onglet de notre plan de continuité d'activité, ça va être la procédure de rétablissement. Donc là, la procédure de rétablissement, on va la déclencher une fois qu'on a passé un certain temps en mode dégradé, qu'on a pu préparer tout ce qu'il était nécessaire de préparer, et on met justement ici en œuvre les actions nécessaires pour sortir du mode dégradé et avoir un retour au mode nominal. Un mode nominal qui, bien entendu, aura pu être un petit peu modifié avec différents plans d'action qui pourraient être imaginés sur le processus ou sur les applications ou sites pour justement éviter qu'un tel sinistre puisse se reproduire. Donc ici, on a un formalisme qui va être un petit peu plus compliqué, enfin un peu plus compliqué, un petit peu plus complet, serait le terme plus juste. Les étapes de continuité, on cherchait vraiment à être le plus réactif possible, donc on a listé les actions et un responsable d'action. Ici, on est sur une définition qui est plus proche de ce qu'on a au niveau des plans d'action dans OPEX, ce qui permettra donc une orchestration à un petit peu plus long terme, ce qui permettra également d'avoir une meilleure robustesse dans le processus, notamment lorsqu'il s'agit de faire des suivis de séquences d'actions et de pouvoir orchestrer justement le suivi de la procédure de rétablissement qui, elle, peut s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, là où généralement nos étapes de continuité ont pour but d'être bien plus réactives et de plutôt rétablir sous quelques jours l'activité qui a été impactée. Alors, c'est vrai que là, on a une vision très séquentielle de la continuité d'activité, puisqu'on suit presque à la lettre l'ISO 22301, si mes souvenirs sont bons. Mais on a un certain nombre de clients qui ne passent pas du tout par ce mode dégradé, qui font la continuité d'activité tout de suite en passant à la procédure de rétablissement. Donc, on n'est pas obligé de suivre tout ce séquencement qui peut être un peu lourd. On peut simplement définir en gros un plan B si jamais on n'est plus en capacité de fournir un service ou de produire une fourniture de service. Et du coup, on prévoit ce plan B en skippant le mode dégradé. Donc, c'est un peu aussi en fonction de la maturité que vous avez sur ce type de gestion de la continuité d'activité. Ça dépend de la maturité, ça aussi dépend du processus. Les processus ne nécessiteront pas forcément un passage par un mode dégradé. Donc là, c'est ce que je montrais. On a bien entendu la possibilité toujours avec OPEX d'adapter. Je peux tout simplement masquer notre mode dégradé, notre procédure de rétablissement, et on peut tout à fait définir que sur le processus, on ne travaillera qu'avec des étapes de continuité. On est réactif, on remet en place le processus aussi rapidement que possible, mais on adapte encore une fois la méthodologie à vos besoins et aux besoins du processus en question. Est-ce que je vais faire un petit appel
À l'audience, puisqu'on a donc on a Banque Postale, on a Telem, on a IRP Auto et on a Abeille. Est-ce que alors, vous êtes peut-être pas dans la quantité d'activité ne tombe peut-être pas dans votre périmètre, mais si elle l'est, est-ce que vous utilisez déjà une solution ou est-ce que c'est du Word, du Excel que vous utilisez? Juste pour savoir. Alors, chez nous, on utilise et ça sera sous forme de Word. D'accord, c'est du document Word. Mais je pense qu'ils travaillent, je suis pas dans le chantier, sur ce point-là, mais il y a peut-être une réflexion, en cours. D'accord. Bon, ça peut être intéressant de leur dire que dans la solution Oui. OPEX, vous avez ce Mmh. type qui permet de générer, on l'a pas montré, mais qui permet effectivement de générer un document Word de continuité d'activité, puisque bien évidemment, si OPEX n'est plus disponible, vous avez la possibilité de sortir toutes les étapes et de les envoyer en Word et de les sauvegarder sur un endroit autre que sur le réseau. On peut préciser également la possibilité, tout simplement en termes de reprise de données et de reprise un petit peu de votre fonctionnement, qui est principalement basé sur du Word. On pourrait tout à fait ne pas utiliser la brique fonctionnelle de définition des séquences d'activité, en tout cas au début, se reposer sur la vue globale. Le scénario de risque est utile pour justement identifier rapidement le plan de continuité d'activité à déclencher. Mais surtout, si je descends ici, on a à chaque fois dans OPEX toujours la possibilité de créer des pièces jointes et on pourrait tout à fait ici faire référence aux documents qui sont déjà existants, ce qui permet en fait très rapidement, suite au BIA, de rattacher les plans de continuité d'activité pertinents qui existent déjà chez vous. Et par la suite, justement, lorsque les plans de continuité d'activité sont retravaillés, on aura la possibilité de cette fois-ci les retravailler sur un formalisme un petit peu plus détaillé comme on est là aujourd'hui dans OPEX, ce qui permet donc de ne pas forcément freiner l'adoption juste parce qu'il y a un travail de retransformation des différents plans de continuité d'activité dans un nouveau formalisme. Donc là, c'est aussi de la conduite du changement qui est permise avec OPEX, justement en profitant de ces références externes et en profitant, disons, de l'aspect dynamique de définition des plans de continuité d'activité, tout en ne rentrant pas dans une redéfinition globale de tous ces plans de continuité d'activité, et donc une autre équipe qui faudrait embarquer sur l'outil immédiatement. Et Mathias, chez Telem, vous faites pour la continuité, vous faites comment? Alors, moi, je suis justement sur le sujet de la continuité d'activité. Nous, les BIA et les PCM, ils sont sous Excel. Ouais. Je me retrouve un peu dans cette logique de séquencement en définissant les étapes une par une, qui les porte, etc. Donc, ça, je trouve la logique très intéressante. Par contre, j'avais pas en tête cette logique d'étape de continuité et mode dégradé. En fait, c'est un peu un même bloc, c'est-à-dire pour pouvoir déclencher le mode dégradé, finalement, les étapes pour y arriver font partie elles-mêmes du mode dégradé, mais je trouve la distinction intéressante et le fait de définir un process en mode dégradé, je trouve ça aussi très intéressant. Par contre, moi, j'ai une question. Mais je crois c'est peut-être ce que vous êtes en train d'afficher. Euh, OPEX chez Telem, il est hébergé on-premise. Oui. Et s'il y a une cyber, l'appli sera indisponible au même titre que les autres. Comment les métiers peuvent retrouver l'intégralité de ces informations qui sont super bien finalement présentées en termes d'ergonomie sur l'appli. Enfin, c'est très intéressant, mais finalement, ça marcherait bien si on était en mode SaaS, mais comment est-ce qu'il y a une solution d'édition ou d'export sous Word ou sous PDF C'est bien ce que des étapes? En fait, on a ici le bouton qui permet de déclencher la génération du rapport PCA. Ah, Et d'accord. on va justement exporter ce PCA sous cette forme-là. Alors, je vais retrouver une version qui était en anglais, mais le fonctionnement reste le même. On va retrouver ici, en fait, l'ensemble des étapes pour relancer le processus en question. Donc ça, après, à voir comment est-ce qu'il est stocké hors site, potentiellement imprimé et stocké dans des classeurs. Hein, ça reste des choses, le physique reste quelque chose d'assez fiable dans un certain nombre de cas. Donc voilà, c'est de la même manière que vous auriez potentiellement perdu l'accès à vos Excel ou à vos Word, on pourrait ici les éditer et les imprimer, même si on le souhaitait, pour les stocker par ailleurs. D'accord, ok. Et du coup, toute la déclinaison, si on regarde la continuité, la partie, parce que là, on voit globalement, mais je suis un peu curieux, mais si on voulait retrouver les étapes de continuité, où est-ce qu'on les retrouve par rapport à l'exemple que vous avez montré en Word? Là, ça se présenterait Elles sont ici, comment? là.
Continuity Procedure, on les a ici avec le Ah responsable. oui, d'accord, description, ok. Voilà. Alors, je pense que ce rapport n'a pas le mode dégradé. En l'occurrence, on est resté sur la continuité simple. Mais après, c'est un rapport Word, on peut le faire évoluer. On peut aussi choisir un petit peu en fonction de vos besoins. On pourrait tout à fait décider d'inclure d'autres choses dans le rapport. Ici, on a un rapport standard qui encore une fois, s'adapte un petit peu à ce que vous souhaiteriez voir. Oui, non, parce que ma question, c'était vraiment en standard ce que vous proposiez pour ceux qui finalement hébergent la solution et qui ont forcément un risque que l'appli soit indisponible au même titre que les autres au moment de la cyber. Donc, voilà. En standard, c'est comme ça que ça se présente. On a alors la page de garde est pas très jolie à mon goût, mais c'est celle qu'on a. Après, on fait évoluer le RTF, le modèle de toute façon, et puis on trouve ici donc les informations globales, les risques qui font le déclenchement justement et qui déclencheraient en cas de matérialisation, les responsabilités, et puis par la suite les différentes étapes de continuité. Ça, c'est ce qu'on a en standard et qui est disponible. Donc ça voudrait dire, parce que vous présentiez aussi le fait que dans le mode dégradé, finalement, le mode dégradé, ça serait finalement un process à part entière à définir avec potentiellement, s'il y a le module BPA, de modéliser directement même ce process dégradé qui serait d'ailleurs très intéressant. Quand on veut guider les métiers, on voit bien aujourd'hui que c'est compliqué, que les métiers sortent leurs actions dégradées sans passer par un logigramme. Est-ce que là, en export, ça sera aussi envisageable d'exporter le process, etc. rapidement. En gros, c'est un peu en un clic, toute la procédure écrite sous OPEX, elle ressort également sous Word ou PDF pour que on puisse la consulter le moment venu, quoi. En fait, dans ce standard-là, on n'a pas l'export du mode dégradé, il me semble. Il faudrait que je vérifie s'il y a quelque chose qui a évolué sur la toute dernière mise à jour, mais on n'avait pas le mode dégradé qui sortait. Néanmoins, l'export des processus existe déjà dans la solution BPA. Donc, on peut exporter les processus et logigrammes avec leur description détaillée. Donc, fonctionnellement, c'est possible. Il faudrait juste faire évoluer le modèle pour qu'il fasse cet export. Mais bon, c'est probablement pas une adaptation très importante, justement parce que le travail a déjà été fait pour générer des exports des différents processus. On peut en avoir un sous la main. Dis donc, je me dis juste que sur le process dégradé, il y a peut-être quelques informations en plus qui sont intéressantes, parce que typiquement, lorsqu'on veut extraire le logigramme dégradé, j'imagine que ça peut être très intéressant d'avoir tout de suite le responsable de chaque action dedans, et sans passer par la vue de la fiche des actions. Il y a peut-être des informations qui sont à ressortir dans le logigramme, qui ne sont pas forcément celles qu'on consulte dans un processus normal. Oui. Mais après, on peut faire évoluer aussi cet affichage. J'en ai retrouvé un, là, normalement, une description de processus qui a été exportée à partir de la solution de BPA. Je l'ouvre juste maintenant. Donc, en fait, elle va se présenter sous la forme d'un autre rapport. Et ce que je disais, c'est que l'idée ici, ce serait en fait un petit peu de concaténer ces deux documents, mais l'export pourrait se présenter de cette manière-là, avec donc une table des matières. On retrouvera ici le modèle BPMN du diagramme tel qu'il a été conçu, la description du processus. Donc là, il s'agirait d'un processus de mode dégradé. Et en dessous, on retrouve en fait les séquences avec tous les différents flux qui peuvent exister. Et si je continue à ce niveau-là, on voit également tous les échanges. On n'a pas nécessairement de responsabilité, mais elle pourrait tout à fait apparaître ici au niveau de chacune des étapes du processus. Ça, c'est une manière de les exporter aussi qu'on pourrait intégrer, si on le souhaitait, à nos processus, sachant que là, c'est un export un petit peu brut de décoffrage, mais on peut bien entendu faire évoluer le modèle pour qu'il soit exactement comme vous pourriez le souhaiter. En tout cas, ça, c'est l'export des processus et notamment l'export des logigrammes. C'est quelque chose qui existe en standard dans la plateforme et qui peut être exploité aussi au niveau du PCA. Ok. Ah, merci, c'est ce que je voulais justement voir. Effectivement, c'est très détaillé, donc ça permettrait de répondre aux besoins. Merci. Avec plaisir. Ok, très bien. Bon, on a Christophe qui a dû partir pour une urgence, j'espère pas une urgence cyber. Donc, du coup, on a que Telem et Abeille Assurance qui sont là, puisque notre ami d'IRP est parti. Et on attendait aussi la personne de la Banque Postale aussi, je crois, est partie. J'espère que c'est pas du fait de
qualité ou de la mauvaise qualité de la présentation, mais bon, c'est vrai que des fois, on comprend que la disponibilité sont parfois assez raides. Je vous propose qu'on continue. Est-ce qu'on peut montrer la partie risque et contrôle? C'est possible? Allons-y. Moi, tout à fait. Et puis après, on fera un focus sur la partie incident, parce que je sais surtout, Mathias, c'est effrayant de voir cette partie-là. Oui. Et puis, qu'on pourra faire aussi. Alors, Marie-Charlotte, comme vous êtes aussi, comme vous êtes plus que 2 clients, on peut même presque faire du sur-mesure, je dirais. Donc, si vous aussi, vous souhaitez qu'on fasse le focus sur un aspect particulier, bah, n'hésitez pas, c'est le moment. Ok, ça marche. Donc, oui, alors on a couvert la partie continuité, définition des PCA. Ensuite, il y a comment est-ce qu'on fait justement l'évaluation globale un petit peu de cet environnement. On l'a vu tout à l'heure, on a sur chacun des assets de notre IT qui sont en impact potentiel de notre processus, la possibilité donc de faire ces suivis, des suivis des risques et également des suivis des contrôles qui eux-mêmes pourront être évalués en termes de niveau de contrôle. Donc ici, on va se rapprocher vraiment des fonctionnalités qui existent en standard dans OPEX. Vous le savez déjà probablement, j'imagine tous les deux. On a bien entendu un référentiel de risque, on a un référentiel de contrôle, un registre de contrôle. Et dans ces différents aspects, on va pouvoir justement préciser pour chacun des risques un certain nombre d'informations. Quels sont ces risques? Quel est leur périmètre? Donc on retrouve ici la possibilité de définir les impacts sur les technologies, sur les applications, et quelles seront ensuite les actions de maîtrise qui sont définies. Et c'est de cette manière-là qu'on va faire le lien vers les contrôles. Tous ces quiz, tous ces contrôles, on peut profiter des fonctionnalités de la plateforme GRC pour les évaluer. Donc, il y a des évaluations qui peuvent être faites de manière directe. Donc, sur un risque, je pourrais me connecter, lancer une nouvelle évaluation, et je pourrais donc faire une évaluation de ce risque en termes d'impact, de probabilité et de dispositif de maîtrise du risque, ce qui me permet de faire le calcul qui a été fait ici de risque brut et de risque résiduel. Néanmoins, on l'a vu ici, nos risques vont être très divers. Ils vont impacter les assets qui sont également très divers et sur lesquels on n'a pas forcément, en tout cas au niveau de la gestion de la solution GRC, l'expertise nécessaire. Et donc pour ça, on va profiter encore une fois des fonctionnalités collaboratives qui existent dans PEX et on va profiter justement de la capacité dans la gouvernance de l'outil à assigner des responsabilités sur les différents assets pour lancer une évaluation des risques par les personnes pertinentes. Et donc pour ça, on va profiter des fonctions de campagne. Dans l'évaluation, donc dans le menu d'évaluation ici, je retrouve mon menu de campagne et je vais avoir la possibilité de lancer donc des campagnes d'évaluation qui vont être aussi bien sur les risques que sur les contrôles. Donc les deux sont possibles et on a même ajouté dans le cadre de la cyber-résilience la possibilité de lancer des évaluations de diligence sur les différents fournisseurs. Donc ici, on aura, je ne vais pas vous le présenter, on aura un questionnaire qui est vraiment très simple, où on met juste une valeur de rating de cyber-résilience. C'est quelque chose qui est possible de faire ici, ou alors quelque chose que plus classiquement, on proposera via une intégration sur une plateforme qui gère justement ces notations cyber. Pour l'évaluation des risques ou l'évaluation des contrôles, on va pouvoir profiter ici d'un nouveau modèle d'évaluation. Donc, il y a déjà en standard, si vous connaissez le standard de la solution, la possibilité de faire une évaluation des risques par entité et par processus ou une évaluation des risques par application. Et ici, on a la possibilité, avec la cyber-résilience, de lancer une évaluation des risques TIC. Donc là, on crée une nouvelle campagne. Donc, on va mettre ici notre campagne TIC, par exemple. Et on va en fait avoir automatiquement un calcul dans OPEX des différents risques et des différents contrôles qu'il va falloir évaluer. Donc, depuis le début, on s'est concentré sur des processus qui sont rattachés à notre filiale USA Bank. Donc ici, on retrouve notre filiale USA Bank, on retrouve les catégories de processus qui faisaient partie de notre gestion de la cyber-résilience. Et donc, si je sélectionne ici de manière un petit peu brute USA Bank, on voit que OPEX va venir déplier les différentes catégories de processus, identifier les processus qu'elles contiennent, et par la suite, profiter des mêmes liens que ceux qu'on mettait en lumière dans le rapport du dendrogramme tout à l'heure, pour identifier les assets IT qui sont donc rattachés à ces processus. Et on a donc ici un certain nombre d'objets qui vont apparaître. Les applications donc, qui sont rattachées, qui peuvent être impactées par des risques. Donc là, on a identifié un premier risque qui sera évalué dans le contexte de notre application Risk Management System, qui vient donc évaluer notre Credit Assessment. On a aussi ici un petit nouveau qu'on n'avait pas forcément vu jusqu'à maintenant. Ici, il s'agit d'un contrat.
Donc, dans la solution cyber-résilience, on ajoute la possibilité de définir des contrats qui sont eux-mêmes rattachés à un certain nombre de fournisseurs et de pouvoir faire, si on le souhaitait, on ne l'a pas fait ici, on ne l'a pas défié de risque, mais de pouvoir rattacher, si on le souhaite, des risques aussi bien au niveau des contrats que des fournisseurs. Si je descends un peu plus bas, on retrouve ici aussi notre plateforme algorithmique qu'on a vu tout à l'heure, et on voit qu'on a la possibilité de déplier ici les différents aspects de notre infrastructure. Ici, on a notre serveur qui va être attaché au risque d'arrêt du système, panne de serveur, et on peut aussi identifier qu'on va aller récupérer sur notre data center le risque de brèche physique. Alors, je ne sais pas pourquoi celui-ci a refusé d'être traduit, mais en tout cas, ici, on retrouve les risques de sécurité physique qui sont attachés à notre data center. Donc, en fait, automatiquement, on déplie, on explore les liens, on va faire remonter les risques à évaluer. Et derrière cela, les risques ont été associés d'une manière ou d'une autre à des responsables de leur évaluation. Je dis d'une manière ou d'une autre parce que ici, on est toujours dans cette notion de travail collaboratif et d'évaluation par des personnes pertinentes. Donc, sur une application, on pourra définir un responsable informatique ou un responsable de l'application qui aura justement la charge de faire l'évaluation des risques, ce qui permet en quelque sorte de déléguer cette évaluation à la personne en charge de l'application, qui a la compréhension technique et qui est donc capable de faire l'évaluation du risque dans le contexte de cette application. De la même manière, pour un serveur ou pour un data center, ça n'aurait pas forcément de sens de conserver cette évaluation au niveau de notre équipe GRC si elle n'est pas techniquement formée aux enjeux de GRC sur ces assets IT. Et dans ce cas-là, on peut proposer l'envoi donc de ces questionnaires vers les personnes habilitées, assignées à cette évaluation. Donc, je dis ça, je vais appuyer sur suivant pour l'illustrer. On va voir que malheureusement, j'ai mis à jour mes données de démonstration hier, mais je ne l'ai pas fait sur la bonne instance d'OPEX, donc j'ai un certain nombre d'erreurs qui vont remonter. On voit ici qu'en fait, on a énormément d'erreurs qui sont remontées puisque OPEX n'a pas été capable d'identifier les répondants. Et pour ça, je m'en excuse, c'est vraiment un problème de mes données de démonstration. Mais je n'ai en fait pas défini les responsables donc, de ces risques à quelque niveau que ce soit, ce qui fait qu'on n'a personne pour les évaluer. Mais l'idée, en tout cas, serait la même. OPEX irait automatiquement. Ici, par exemple, si on prend l'arrêt au niveau du serveur, on irait identifier dans un premier temps qui serait responsable des évaluations au niveau du serveur. S'il y a une personne responsable de l'évaluation au niveau du serveur, on lui assignerait cette évaluation. Autrement, on irait un niveau au-dessus. On irait regarder au niveau de l'application, est-ce qu'il y a une personne qui est proche, encore une fois, du contexte un petit peu plus technologique de ce serveur et qui pourrait faire l'évaluation du risque. Et dans ce cas-là, on lui assignerait l'évaluation de risque. Et on peut pouvoir travailler comme ça, de proche en proche, jusqu'à potentiellement faire une assignation en fait, directement au responsable du risque, qui permet en fait d'avoir toujours une sorte de garde-fou et de toujours avoir la possibilité d'identifier quelqu'un sur chacun des risques et chacun des contextes de risque pour faire l'évaluation. C'est la même mécanique pour la partie contrôle. Ce sera la même mécanique pour la partie contrôle et c'est la mécanique que l'on a déjà en fait en standard sur l'évaluation par entité et par processus des différents risques. Simplement ici, on introduit un certain nombre de contextes supplémentaires qui permettent de répondre justement aux enjeux de la cyber-résilience. Je m'excuse un peu pour ces données de démonstration qui ne sont pas complètes. Néanmoins, ce qu'on imaginerait ici, c'est donc qu'on aurait la liste des répondants. Pour chacun des répondants, on pourrait identifier ici leur nom, leur email, et la colonne de charge nous permettrait également de visualiser le nombre d'évaluations qui leur seraient assignées. Une fois que l'on est content avec tout ça, on peut valider l'envoi de la campagne, et cette campagne va donc automatiquement aller solliciter les personnes pertinentes qui seront notifiées par email et qui pourront donc se connecter sur la plateforme grâce au lien contenu dans l'email pour faire l'évaluation de ces différents risques. Lorsque l'on se connecte, je vais me déconnecter ici de mon rôle de manager de la solution et je vais me connecter avec notre utilisateur Simon. Simon est contributeur, donc c'est vraiment un utilisateur qui là n'a pas pour vocation de nécessairement travailler régulièrement dans la plateforme, mais qui va avoir pour vocation plutôt de faire justement ces différentes réponses. Il va avoir été assigné à des processus, à des applications, à des technologies, recevoir des questionnaires. Et il se trouve que Simon est anglophone aujourd'hui. Donc on voit vraiment qu'on travaille non seulement avec d'autres équipes, mais aussi même d'autres pays si on le souhaite. En tout cas, on a la possibilité de lancer un questionnaire, une visualisation ici qui nous sera proposée pour l'évaluation de ces différents risques. Donc là, Simon avait déjà commencé le travail, il avait sauvegardé, il y revient. On identifie les risques qui lui ont été assignés.
On a également les contextes. Donc ici, on est sur des contextes un petit peu différents puisque je n'ai pas lancé mon évaluation sur des cyber, mais le mécanisme reste le même. On fait l'évaluation de certains risques qui sont nos risques majeurs au niveau de deux de nos entités. Et on fait cette évaluation en venant justement évaluer le risque en termes de probabilité dans l'axe vertical et en termes d'impact sur l'axe horizontal. Ici, on profite de la notation, la cotation de ces risques par ce qu'on appelle ici la heatmap interactive. Donc, on voit que je viens positionner ces différents risques qui viennent mettre à jour donc les valeurs donc, de probabilité et d'impact pour avoir le calcul de la valeur de risque inhérent. Et on profite de la heatmap interactive qui permet d'avoir une évaluation aussi de manière un petit peu relative, un petit peu plus ludique, un petit peu plus facile à lire pour les utilisateurs. Ce qu'on avait souvent sur les versions précédentes en questionnaire, c'est qu'on avait des utilisateurs qui pouvaient recevoir une vingtaine de questionnaires et au bout de 5-6 questionnaires, on a un peu perdu nos repères, on ne sait plus forcément comment est-ce qu'on a noté précédemment et on perd un petit peu de pertinence dans l'évaluation des différents risques. Ici, on a une vue qui permet aussi de comprendre de manière relative comment ces risques ont été évalués sur les différents contextes et ça aide aussi à avoir une meilleure pertinence sur ces évaluations puisqu'on comprend bien comment un risque va se situer par rapport aux autres. Ça, c'est pour l'évaluation du risque inhérent. Si je passe sur l'étape suivante, on a le même fonctionnement pour ce qui est de l'évaluation du risque résiduel. Donc, cette fois-ci, on va venir positionner notre risque en fonction du niveau de risque inhérent calculé et en fonction du niveau de contrôle également. Donc, on voit que j'ai bien entendu l'axe ici vertical qui est bloqué. Il correspond au risque inhérent qui a été calculé grâce à l'évaluation sur l'écran précédent. Et je peux venir préciser ici le niveau de contrôle pour chacun des risques sur lesquels je vais devoir donc faire mon évaluation. Hop, j'ai mis un petit filtre que je peux enlever. Hop, et retrouver les différents risques pour faire cette évaluation. Est-ce que tout cela est clair? Oui. Il y a une... Non, je sais que je n'avais pas pu vous montrer l'ensemble du... C'est une remarque que j'avais déjà partagée, je crois, dans un précédent échange. C'est vrai que côté Telem, pouvoir finalement mesurer le niveau de maîtrise du risque voilà, directement au niveau finalement directement au niveau du risque sans y intégrer les contrôles, on est assez perturbé. Je me souviens avec Sandrine sur ce sujet. Autant je trouve effectivement que c'est très ludique. Par contre, c'est vrai que derrière, après, en termes de documentation, pour parler scientifiquement, si on cote un risque critique, et derrière, en termes de DMR, on se permet de le réduire au maximum à une criticité moyenne en net, c'est vrai que c'est assez perturbant parce que finalement, c'est de l'appréciation arbitraire. Oui. Et on a du mal à se projeter en se disant comment on peut le faire sans faire intervenir derrière un contrôle, en fait. Oui, c'est une bonne remarque. Alors, c'est une flexibilité qu'on donne dans le standard parce que pour un certain nombre de besoins, notamment de découverte de la plateforme, ça aide et ça permet aussi éventuellement de lancer donc, ces évaluations de risque pour des clients un petit peu moins matures sans passer par la construction et la structuration d'un référentiel de contrôle. Dans OPEX, et d'ailleurs c'est quelque chose qui existe en standard, malgré tout, on a l'évaluation des contrôles qui est possible. Et cette évaluation des contrôles, en fait, fait remonter automatiquement via un petit algorithme qui n'est pas bien compliqué, qui est documenté, fait remonter dans le standard aussi une valeur du niveau de contrôle automatiquement au niveau du risque. Donc en fait, on va agréger les évaluations de ces contrôles pour remonter un niveau global au niveau du risque de l'évaluation du niveau de contrôle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est possible de faire, enfin, c'est quelque chose qui est fait en standard. On pourrait aussi décider que dans l'évaluation du risque, on bloque la possibilité de modifier ce niveau de contrôle qui est remonté automatiquement. Là, c'est un petit peu de l'adaptation du modèle d'évaluation. Nous, on laisse un petit peu de flexibilité parce que ça permet d'adresser plus de cas d'usage. Et puis parce qu'en fait, chez nos différents clients, c'est quelque chose qu'assez classiquement, on va venir légèrement adapter pour au moins coller au plus près de leur méthodologie. Mais le calcul est possible et bloquer la modification depuis l'évaluation du risque, c'est également possible. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire dans le modèle d'évaluation. Donc, du coup, c'est vrai que quand tu fais la première étape du risque brut, en fait, quand tu passes à cet écran-là, le risque, il est déjà positionné le control level, il est déjà positionné en fait sur la heatmap en fonction du résultat des évaluations de contrôle sous-jacentes. Exactement. Donc après, effectivement, si tu veux avoir la visibilité sur ce control level, il faut ouvrir la page de propriété du risque pour voir les résultats. Mais par défaut, c'est déjà positionné au niveau de contrôle
qui résultent en fait de toutes les évaluations que tu as pu lancer en campagne. Là, on voit que, par exemple, je n'avais pas de contrôle défini, donc avoir la possibilité malgré tout de définir un niveau de contrôle, c'est quelque chose qui, chez certains de nos clients un peu moins matures, peut malgré tout garder une pertinence. Par contre, je voulais juste revérifier un point, parce que finalement, c'est quand même un sujet très intéressant pour au moins la cotation brute. Si on écarte après le sujet sur la partie contrôle, juste je vois qu'il y a à la fin la possibilité de sauvegarder et pas forcément soumettre. En fait, chez Telem, en gros, il y a des ateliers avec les différents responsables métiers pour justement identifier et évaluer les risques bruts. Souvent, ça passe après par un peu un workflow de validation. Ce que j'en comprends, c'est que ça serait possible de le faire en fait en live via ces heatmaps en évaluant les risques de façon en brut sans les soumettre et les intégrer après officiellement dans l'application. En fait, avoir un peu une logique de je sauvegarde, j'attends derrière l'approbation potentiellement d'un directeur ou peu importe et derrière injecter que lorsque j'ai le tampon, quoi. On pourrait le faire de cette manière. Dans le standard, ce qu'il est proposé sur la campagne standard, en fait, c'est une validation une fois le questionnaire soumis. Donc, en fait, ici, je soumets le questionnaire. Si je fais save and close, en fait, ça me permet de dire, j'ai 30 risques à évaluer, j'ai le temps d'en faire 10, j'en fais 10 et je reviendrai cet après-midi pour finir. Donc, je save and close et j'y reviens plus tard. Une fois que j'ai fait toutes mes évaluations, je les soumets. Et derrière, dans la campagne elle-même, le questionnaire devra être validé avant justement de venir intégrer les évaluations du référentiel. Donc l'étape de validation est incluse dans le workflow de la campagne d'évaluation des risques et justement une étape qui se fait au niveau du manager de la campagne. Donc, tu pourrais faire cette clause, travailler en mode atelier, parce que c'est un peu pour ça qu'on a créé cette fonctionnalité. C'est pour permettre aux utilisateurs de travailler en mode atelier sur la heatmap directement et de positionner et pouvoir brainstormer sur les différentes cotations et de voir surtout les cotations relatives d'un risque par rapport à un autre. On se rend plus compte quand c'est visuel. Et après, effectivement, quand vous êtes mis d'accord, là, tu peux soumettre et valider la campagne. Ok, merci. C'est parfait. Et juste toute petite question, pardon. Est-ce que il serait envisageable aussi de l'arrêter entièrement? Imaginons que, je sais pas, pour X raison, toute la campagne, finalement, tous les ateliers sont remis en stand-by ou est-ce qu'il y a une possibilité de stopper tout ce qui a été fait en cours, par exemple, sans rien injecter, même s'il y a eu des choses qui ont été avancées, et puis au final, on peut stopper aussi les travaux en cours? En fait, il suffirait d'arrêter la campagne. D'accord, On ok. ne validerait pas la campagne, on bloque En fait, à la fin de la campagne, il y a une étape de validation et il y a une étape de calcul et d'agrégation des résultats qui permet justement de récupérer l'ensemble des résultats et puis de venir calculer et mettre à jour les attributs correspondant sur les risques. Donc, il suffirait simplement de bypasser cette étape-là. Je ne sais pas si en standard c'est prévu, mais ce serait simplement une petite branche supplémentaire dans le workflow à ajouter. Ok, merci. Marie-Charlotte, je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à cette partie-là avant qu'on passe à la partie incident. Non, j'en ai pas et c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise un autre environnement de contrôle. Donc pour le moment, pas de questions, plus précises. OK. Alors, c'est vrai que nous, on montre, je fais un petit aparté parce que ça me fait, votre intervention me fait penser à quelque chose. C'est vrai que nous, on montre tout dans OPEX, parce que bien évidemment, on aimerait que tous nos clients travaillent sur OPEX, mais on n'est pas naïf. On sait que vous travaillez avec beaucoup d'autres outils, donc ces évaluations peuvent typiquement être faites on a des clients qui utilisent d'autres outils pour leur partie cartographie, évaluation. Et du coup, ils font juste la jointure avec la partie cartographie et OPEX. Donc, on récupère en fait les résultats des évaluations et on les injecte dans OPEX pour pouvoir après avoir cette vue, notamment en dendogramme ou en rapport, qui vous permet d'avoir un niveau de contrôle en fonction des différents risques identifiés. Donc, c'est aussi c'est des choses qu'on fait naturellement.
On regarde les incidents parce que je vois il nous Oui, reste 10 minutes et on on serait bien de peut, couvrir un peu la partie incident. aller voir les incidents. Donc les incidents, ici je me suis reconnecté en tant que responsable donc des différents incidents. Mais ce qu'on aurait pu voir sur le contributeur et ce qu'on voit ici aussi, c'est que les incidents peuvent être remontés dans la plateforme et créés directement ici avec un accès rapide. Donc on pourrait tout à fait imaginer aussi déléguer la déclaration des incidents si on le souhaite à des contributeurs. C'est pas forcément quelque chose que l'ensemble de nos clients choisissent de faire, mais en tout cas la possibilité existe. Dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est qu'on peut créer un nouvel incident. On va nous proposer donc de préciser un certain nombre d'attributs pour cet incident, notamment donner un titre à l'incident, préciser l'entité du déclarant, donc sur quelle partie de notre organisation on va avoir ici déclaré l'impact, déclaré l'incident, pardon, et puis ensuite mettre en œuvre ici la précision de la date de découverte et une petite description. L'idée ici, c'est quoi? C'est qu'un contributeur pourrait remonter un incident qui serait donc centralisé sur OPEX et avec un workflow, il viendrait être ajouté dans la liste des actions à faire par le responsable donc, de la solution de GRC, qui aurait lui la charge de venir valider les informations remontées et de justement faire progresser le statut de l'incident comme étant déjà donc à préciser, ensuite validé et puis finalement clos une fois les activités correctrices correctives mises en œuvre. Donc au niveau des incidents, on a cette présentation ici. Les incidents sont donc regroupés ici sous forme d'un registre. Ces différents incidents, on va pouvoir les suivre, les incidents non clos, on va avoir les incidents globaux, enfin on pourrait avoir ici l'ensemble des incidents qui ont été remontés, et puis on peut travailler sur différentes listes alternatives. Moi pour ma part, j'ai choisi d'en rajouter une également plutôt sur des incidents TIC. Donc on retrouve ici différents incidents que je n'ai d'ailleurs pas validés, pas tous validés, et qui se retrouvent ici donc sur des statuts en projet. Donc l'idée va être malgré tout de pouvoir identifier sur chacun des incidents comment est-ce qu'ils ont été mis en œuvre ou comment est-ce qu'ils ont été déclarés. Donc là, on est vraiment sur un incident en termes de projet. Je vais pouvoir compléter la fiche de ces incidents. On va y définir au fur et à mesure des priorités. On va pouvoir préciser qui a été le déclarant. Donc ici, on a déclaré personne, mais on voit un petit peu le type d'informations qu'on va pouvoir y stocker. L'entité du déclarant également, s'il s'agit d'informations que j'ai importées, donc il manque quelques informations, il faudra que je corrige tout ça. Et on aura aussi la possibilité, pour les enjeux de cybervigilance, de préciser les incidents majeurs, puisque les incidents majeurs sont les incidents qu'il faudra faire remonter, notamment dans le cadre de DORA. Tu me corriges si je me trompe, Cyril, mais en fait, on a cette notion d'incident majeur, et les incidents majeurs doivent faire l'objet d'un reporting spécifique aux autorités. Donc, on a la possibilité de faire ce suivi des incidents majeurs. Un incident par la suite, on va le caractériser, on va l'analyser également en faisant référence ici donc à un type d'incident. Les types d'incidents en fait sont une référence directe aux différentes catégories, aux différents types de risques qui peuvent être définis. Et on aura ensuite la possibilité de préciser le risque matérialisé. Donc à partir du type d'incident, on a bien entendu un filtre sur les risques qui correspondent à ce type d'incident. Les risques, on choisit le risque qui a été matérialisé et on peut aussi avoir, si on souhaite, une sélection du contrôle défaillant. Lorsque un risque se matérialise, il peut s'agir d'un contrôle défaillant, donc c'est également quelque chose que l'on viendra préciser ici. On peut profiter dans OPEX, il existe dans OPEX des référentiels de ce qu'on va appeler des facteurs et des conséquences de risque. Donc tout ça, ce sont des choses également qu'on va pouvoir tracer dans la plateforme et que l'on va pouvoir, si on souhaite, rattacher à nos incidents pour pouvoir un petit peu structurer, encore une fois, des capacités d'analyse, des capacités de reporting autour de ces incidents. Et donc là, on peut gérer un référentiel, une liste de facteurs et de conséquences possibles. C'est généralement un cas d'usage un petit peu plus poussé, c'est pas forcément quelque chose que des premiers utilisateurs de la plateforme mettront en œuvre immédiatement, mais c'est vrai que quand on gagne en maturité, ça peut permettre de débloquer aussi un petit peu des capacités de reporting supplémentaires. On a également un champ donc, pour décrire l'analyse des causes, donc ici un champ textuel qui permettra justement de décrire un petit peu les causes qui ont mené à la matérialisation de cet incident. Et par la suite, on travaille sur le périmètre. Et donc ici, on retrouve, notamment dans le cadre des incidents cyber, la possibilité de décrire un périmètre de manière assez complexe, puisqu'on voit ici, il y a vraiment une grande variété de périmètres possibles. Et on découvre ici donc un incident qui va avoir été déclaré sur notre processus de payment reconciliation, mais on pourrait tout à fait imaginer que c'est un incident qui proviendrait par exemple d'une vulnérabilité sur une technologie logicielle, et auquel cas on peut venir relier ici la technologie logicielle en question, ce qui viendra donc
permettent d'étendre ici ce qui permettra de venir étendre ici les capacités donc d'analyse et les capacités d'analyse d'impact, notamment de l'incident en question, lorsque l'on vient d'en afficher le périmètre. Pour l'analyse de l'incident par la suite, donc c'est pas quelque chose qu'on a nécessairement, enfin que je présente nécessairement de manière très détaillée, mais on propose également de pouvoir ici enregistrer de manière détaillée l'analyse financière, donc aussi bien les pertes, les gains possibles, les récupérations, les provisions qui sont liées à l'incident. On va pouvoir créer ici des lignes financières si on souhaite les stocker et qui peuvent aussi du coup rentrer dans le reporting par la suite. On aura la possibilité de mettre en place des plans d'action. Donc ici, on pourra définir un nouveau plan d'action ou relier un plan d'action qui aurait pu avoir été défini peut-être depuis la technologie fautive, depuis le processus impacté. Ici, on crée ou on met en place ou on relie un nouveau plan d'action pour justement venir préciser les actions correctives, correctives qui sont mises en place suite à l'incident. Et finalement, la section rapport, qui est probablement la première section que je viendrai visiter dans le cas d'incident après avoir précisé les différents impacts. On retrouve ici une autre vue sous forme de dendrogramme qui va nous permettre d'avoir cette vue globale et cette vue rapide des éléments impactés par l'incident, des contrôles et des risques d'effrayants qui ont été visualisés. Et donc ici, j'ai choisi malheureusement un processus qui n'a pas forcément beaucoup de contexte, mais on peut imaginer continuer de déplier aussi depuis cet incident, depuis donc les processus impactés ou les technologies impactées. On peut imaginer dérouler les chaînes d'impact telles qu'on les a vues tout à l'heure dans le dendrogramme de la BIA pour pouvoir justement imaginer, évaluer, anticiper des conséquences à des liens qui peuvent exister à 1, 2 ou 3 niveaux de notre processus, par exemple. Ce qui permet, encore une fois, d'anticiper, de prendre en compte au mieux possible les impacts qui peuvent exister depuis l'incident en question. Et du coup, c'est vrai que comme si on est victime d'un incident cyber et qu'on a besoin de faire une analyse causale, bah, ces reporting sous forme de dendrogramme qui montrent vraiment les interconnexions entre les incidents et la propagation en fait de l'incident dans l'organisation bah, sont très utiles puisque ça vous montre vraiment la cartographie en fait de l'incident et tous les impacts. Et pour un reporting au régulateur, c'est quelque chose qui est assez aussi extrêmement détaillé. Plutôt que d'avoir un reporting sous format Word ou juste qui décrit juste de manière textuelle les incidents, ça montre qu'il y a une vraie traçabilité et un vrai dispositif qui est mis en place de suivi en fait des incidents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait évoluer pour la partie Cyber Resilience, notamment pour Dora, donc qui est en standard maintenant dans la nouvelle version d'Aquila. Autre chose qu'on a fait aussi suite à cette évolution du module incident, c'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure en début de présentation, Olivier qui a présenté le module de continuité d'activité. Donc on est en capacité, si un incident en fait est déclaré sur un processus qui est dit entre guillemets critique et pour lequel un plan de continuité d'activité existe, OPEX va automatiquement demander est-ce qu'on lance la procédure de continuité d'activité. Donc vous pouvez vous dire oui ou non. On a toujours une intervention en fait humaine entre les deux. On ne déclenche pas de manière automatique. Mais ça permet aussi d'être très rapide et voilà. Encore une fois, si on doit prouver à un régulateur tout le dispositif qui a été mis en place et les mesures, les plans d'action, les mesures correctrices qui ont été mises en place suite à la survenue d'un incident, on peut très rapidement démontrer, voilà, cet incident, il a été déclaré à telle heure, ça a déclenché le plan de continuité d'activité 10 minutes après, voici toutes les actions qui ont été mises en place, voici la traçabilité en fait de l'incident dans l'organisation, voici les plans d'action qu'on a mis en place, ceux qui sont toujours ouverts, ceux qui sont fermés, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a fait évoluer pour répondre aux exigences de Dora. On va également faire pour J'ai pas bien vu, excusez-moi, j'ai pas bien vu comment on déclenche le lien entre l'incident et le déclenchement de la continuité d'activité. Je ne voulais pas bien montrer. Ah d'accord. Non, c'est parce que je ne voulais pas bien le montrer. En fait, je n'ai plus en tête le processus en question. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va se reposer en fait sur les scénarios de risque qui étaient proposés au niveau des plans de continuité d'activité.
mais on va pouvoir lancer peut-être déclarer tout simplement un incident, et on va voir comment est-ce que ça se présente. Donc je sais que j'utilisais à un moment donné pallier la perte d'accès à la base de données RH. On a ici un scénario de risque qui repose sur le cryptage des données, le risque cryptage des données qui appartient donc à notre gestion des salariés et à notre sécurité de l'information. Donc le risque déclencheur qu'il va falloir qu'on retrouve, c'est le cryptage des données. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire l'exercice depuis le début peut-être. Je vais venir... Est-ce qu'on peut déborder, puisque je vois qu'il est déjà 15 heures, ou est-ce que vous devez nous quitter? On aura peut-être besoin de 5 minutes encore. Est-ce que ça va? Oui, je devrais Pour pouvoir. moi, c'est bon. Ok. Moi, j'ai 5 minutes aussi, mais Bon. beaucoup plus. Au pire, on pourra. Peu importe, on prend une entité spécifique, on fait la déclaration, et ensuite, je vais aller retrouver cet incident directement. Donc, test PCA. Ici, je ne vais pas m'embêter avec l'ensemble des informations. On va préciser le risque matérialisé qui était donc cryptage des données. Donc là, on retrouve dans les différents risques possibles, on va essayer de retrouver notre cryptage des données. Non. Oui, je pense que j'ai mal écrit le cryptage des données. Je vais faire une recherche globale. Hop. Cryptage des données. Ah. Alors, c'est pas tous les jours que je lance un PCA, mais normalement ici, on a précisé le risque matérialisé. Et si je viens valider l'incident, donc je soumets l'incident, normalement, il va me déclencher alors il a déclenché une crise qui est proposée ici. Et donc là, je déclenche la crise. Il a identifié les PCA qui étaient rattachés. Donc c'est bien le PCA depuis lequel j'ai retrouvé mon risque. On a un peu fait l'exercice à l'envers. Mais je peux donc ici venir le sélectionner, faire suivant. Et ici, lancer donc soit une nouvelle crise, soit rattacher éventuellement le déclenchement de ce PCA à une crise en cours. Donc on peut avoir un peu cette notion de crise qui va être une gestion de macro-incidents, on pourrait imaginer, et sur lequel on pourrait éventuellement rattacher plusieurs PCA au fur et à mesure que l'on déclenche la continuité d'activité sur différents PCA potentiellement, sur différents processus potentiellement impactés. Donc, de cette manière-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on déclenche automatiquement le lancement du PCA et ça va déclencher surtout le workflow qui travaille derrière le PCA avec l'envoi de mails directement aux responsables identifiés sur les étapes de continuité d'activité du PCA. Donc, on a vraiment joint en fait le module incident avec le module continuité d'activité. Donc, il travaille vraiment main dans la main. Alors, c'est un système qu'on peut débrayer, hein, mais voilà. De toute façon, en cas de déclaration d'un incident cyber, il y aura toujours un validant qui devra décider s'il active la crise et donc, du coup, le plan de continuité d'activité qui est rattaché à cette crise-là. Donc là, on retrouve bien notre crise avec le plan de continuité d'activité tel qu'il a été déclenché. On a, alors, pas de propriétaire ici, c'est des données de démonstration, mais on a le RTO qui nous est affiché, on a l'impact, donc on a aussi un certain nombre d'informations sur le PCA lui-même, les enjeux, et on peut faire le suivi des étapes de continuité et de rétablissement au fur et à mesure que les contributeurs qui auront été notifiés viendront préciser la progression de ces différentes étapes de continuité. Donc là, ce qui se serait passé, c'est que le responsable du PCA se serait connecté, aurait validé les informations, aurait lancé le PCA. On a la date de début qui va se mettre en œuvre. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a également le déclenchement des compteurs pour ce qui est des objectifs de temps de reprise et de temps de récupération des données. Et donc Nicole, alors j'ai pas de serveur mail sur mon instance de démonstration, mais Nicole reçoit un email, se connecte avec son profil, visualise les actions à mettre en œuvre, peut donc les mettre en œuvre, valider au fur et à mesure également la progression du plan de continuité de cette manière-là. Est-ce que ça répond à ta question, Mathias? Oui, c'est très intéressant le fait d'avoir associé la partie incident à la partie continuité avec cette logique de gestion de crise. Alors après, il y a beaucoup d'écrans. J'admets que ça fait beaucoup d'infos et parce que là, honnêtement, on n'en est pas à ce niveau de maturité. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a
beaucoup de liens qui existent et qui peuvent être exploités, donc c'est très intéressant. Moi, j'avais juste une question, j'ai juste été surpris au moment de la déclaration de l'incident, la notion de pouvoir toper l'incident en incident TIC avec incident majeur TIC, en fait. Nous, on travaille, là, on est justement en train de définir un peu des spécifications. Alors, on est en V5, on n'est pas sous Aquila, Oui. mais justement, c'était un sujet qu'on souhaitait un peu voir qu'est-ce qu'elle est fait sur la partie Aquila. Mais nous, on a fait beaucoup le focus sur les critères de classification d'Aura pour un peu documenter le fait que est-ce que typiquement l'incident a généré un accès malveillant ou non autorisé? Et c'est plutôt la définition de ces critères qui nous dit si c'est un incident majeur ou pas. C'est pas juste une donnée où on coche, c'est voilà, Oui. on a des critères où on doit dire typiquement même l'atteinte sur les clients, les contreparties financières. On est, C'est voilà. Ouais, c'est une question qu'on s'est posée en fait. Est-ce qu'on devait mettre une sorte de pré-questionnaire qui dit est-ce que ça impacte plus de 10% de vos clients? Est-ce que C'est vous ça. avez un temps d'indisponibilité de tant de temps? Est-ce que ça touche tant de pourcents du chiffre d'affaires? On est parti on n'est pas parti sur comme tu as pu le voir, sur le chemin d'intégrer ces critères en une sorte voilà, de préqualification de l'incident. Parce qu'on s'est dit, ça sera peut-être fait, je dirais, à l'extérieur, en chambre, et du coup, on mettra juste le résultat dans la partie note où on dira, bah, ça a touché tant de clients, ça a touché tant de disponibilité. Maintenant, si c'est des choses qu'on pourrait intégrer en une sorte voilà, de préqualification d'incident. Mais c'est vrai on l'a pas intégré cette partie-là. Ok. Et du Oui, coup, c'est vous qui décidez si c'est majeur ou pas, en vous basant sur vos calculs par rapport au chiffre d'affaires, au nombre de clients impactés, au temps d'indisponibilité, etc. Ok. et l'idée par la suite, c'est donc aussi de pouvoir permettre un reporting spécifique. Donc, c'est ce que je montre un petit peu ici. On a intégré, tu l'as évoqué tout à l'heure, Cyril, un rapport au format Word également qui a été mis en œuvre, enfin, qui a été mis en place justement pour pouvoir permettre l'export format Word à destination donc des régulateurs de l'ensemble des risques et des informations pertinentes. Donc ici, on a un tableau qui résume l'ensemble des risques. Alors, je précise, ce sont des données de démonstration, on n'est pas aussi impacté que ça chez Mega, mais on retrouve bien entendu les types de risques. Donc là, j'ai inclus les risques non majeurs également, mais les entités impactées, les dates de détection, les priorités, les impacts, les PCA potentiellement déclenchés. Et on a ensuite un détail qui est précisé ici dans ce format Word pour chacun des différents incidents et qui fait donc remonter sur le format Word les caractérisations qui sont faites sur un site. Ok. Ok. C'est parfait. Moi, j'ai pas d'autres questions. Merci pour la présentation. Bah, écoutez, merci à vous. Alors, je voulais juste conclure, mais très rapidement, il ne reste plus beaucoup de temps, mais vous allez recevoir un peu de documentation de notre part. Hop, du coup, il faut que je partage mon écran, ça ira beaucoup mieux si je le fais. Hop. Alors, ah. Oula, je ne sais pas ce que vous voyez, mais j'ai l'impression que vous voyez mon PowerPoint, mais vous le voyez ouvert. Donc, en fait, du coup, je ne sais plus ce que vous avez en visu, mais est-ce que vous avez les 3 points? Ouais, vous avez les 3 points, super. Donc, nos prochains rendez-vous, en fait, alors, je pense que, je ne sais pas si, Mathias, je pense que toi, tu n'y seras pas. Je ne sais pas si Marie-Charlotte sera à l'IFACI, mais on sera présent, nous, à l'IFACI, le 28 et 29 novembre au CNIT de Paris-La Défense, où on présentera la solution de cyber-résilience. On va aussi faire un événement client le 5 décembre où la cyber-résilience sera aussi une partie intégrante de cet événement. Et ce qu'on va faire aussi, vous allez recevoir un petit message de follow-up de notre part. On va créer une communauté, en fait, suite à ces différents ateliers entre vous tous, où on va mettre les recordings des ateliers, on va mettre les supports qu'on a utilisés en séance et qu'on va animer de manière régulière, notamment sur les nouvelles fonctionnalités qu'on va intégrer. En plus, ça vous permettra aussi d'échanger
entre vous. Donc voilà, surveillez votre boîte mail, vous allez avoir de la communication de notre part. Et sur ce, avec quelques minutes de retard, je vais vous libérer, à moins qu'il y ait peut-être une dernière question. Autrement, on est ravis que vous ayez pu vous connecter aujourd'hui et d'avoir pu échanger avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci et puis à très bientôt alors. Bonne fin d'après-midi. Merci, bon Bonne journée. après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.